Bonjour, je vous parle de spondyloarthrite, qui est un des rhumatismes inflammatoires les plus fréquents. C'est un ensemble de pathologies de rythme inflammatoire. Donc déjà, vous précisez ce qu'est une douleur inflammatoire par rapport à une douleur mécanique. Une douleur inflammatoire, c'est l'inflammation d'une structure articulaire ou tendineuse ou ligamentaire. Et ça va donner une douleur qui apparaît dans la deuxième partie de nuit, avec une sensation de dérouillage le matin, améliorée par l'effort. On parle donc de rhumatisme inflammatoire pour les maladies qui génèrent des douleurs au niveau des articulations ou au niveau du rachis, sans facteur déclenchant, et qui vont donner des douleurs en deuxième partie de nuit et surtout le matin. Il faut différencier ça des douleurs mécaniques, ce qu'on appelle modèle typique, c'est l'arthrose, qui sont plus à une atteinte liée à l'usure, à une dégénérescence du cartilage, ou parfois des lésions traumatiques. Les douleurs mécaniques, elles, surviennent plutôt lors d'efforts et vont s'améliorer au repos. Les spondyloarthrites appartiennent donc aux maladies inflammatoires. Dedans, on va trouver différentes pathologies qu'on appelait avant rhumatisme psoriasique, arthrite réactionnelle, syndrome SAPHO ou d'autres formes un peu associées aux maladies inflammatoires. Maintenant, on parle uniquement de spondyloarthrite axiale, périphérique ou anthésitique. Axiale, ça veut dire que ça touche principalement le rachis. Donc, avant, c'était ce qu'on appelait la spondylarthrite ankylosante. Périphérique, c'est pour les pathologies touchant les grosses articulations. Et avant, on parlait des arthrites associées aux maladies de Crohn et rectocolite hémorragique ou au rhumatisme psoriasique, mais qu'on regroupe maintenant sous forme de spondyloarthrite périphérique. Et puis, il y a des patients ou des patientes qui ont une forme qui n'atteint que les tendons, et on parle à ce moment-là de spondyloarthrite anthésitique, mais c'est une particularité de la dénomination française. Alors, il s'agit d'un rhumatisme pouvant atteindre 0,3-0,4% des patients dans la population, qui survient plutôt chez les sujets jeunes, habituellement dans la deuxième décade, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. Ça touche aussi bien l'homme que la femme. Il y a des terrains génétiques communs liés à la présence de l'HLA-B27, souvent, mais pas toujours, mais également terrains génétiques qu'on retrouve dans la famille, des gens qui ont eu des spondyloarthrites ou des maladies de Crohn ou du psoriasis. Elles sont caractérisées, les spondyloarthrites, par l'atteinte de l'anthèse, par une atteinte axiale touchant le rachis et les sacroiliacs, parfois par une atteinte au niveau des doigts ou des pieds qu'on appelle orteil en saucisse ou dactylite. Il y a bien sûr, comme toutes les autres maladies inflammatoires, des facteurs d'environnement, notamment liés au tabac, qui peuvent être liés également au stress. Donc la lésion élémentaire, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde où on parle vraiment de la synoviale, ici c'est avant tout l'atteinte de l'anthèse, c'est-à-dire l'insertion distale des tendons et des ligaments sur l'os. Il y a un rôle de l'entité du TNF et de l'interleukine 17 dans ces pathologies. Donc l'anthèse, voilà, c'est l'insertion par exemple ici sur le talon d'Achille au niveau du calcanéum. On peut voir ici cette inflammation ici qui va créer comme des tendinites multiples touchant le rachis ou parfois les articulations. Alors, prenons un exemple. Il s'agirait d'un homme, 40 ans, voyez, qui fait du sport, qui n'avait pas de problème particulier, puis qui se plaint depuis quelque temps d'une lombalgie apparue pendant les vacances, donc bas du dos, et qui va mettre initialement sur le compte d'un changement d'itrie, simplement parce que ces douleurs surviennent la nuit et il est pour lui difficile de se mobiliser le matin. On parle donc d'une pathologie inflammatoire, pour y répondre, deuxième partie de la nuit, pouvant s'améliorer à l'effort.
plusieurs possibilités à ce stade, donc rhumatisme inflammatoire, donc, les spondyloarthrites, ou et bien sûr éliminer d'autres causes qui seraient de l'infection ou des lésions tumorales. Alors les spondyloarthrites de la forme axiale, on retrouve cette notion de gêne nocturne, donc avec un dérouillage de plus de 30 minutes. Un examen souvent du rachis où on ne trouve pas grand-chose, et donc une évolution de plus de 3 mois, des symptômes apparus avant l'âge, les premiers symptômes apparus avant l'âge de 45 ans, et puis souvent des douleurs qui peuvent irradier au niveau des fesses, on appelle ça comme des fosses sciatiques, tantôt à droite, tantôt à gauche. Et ces douleurs lombaires, dans les fesses, sont très sensibles à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. On va rechercher d'autres manifestations de ces spondyloarthrites. Donc, on va regarder s'il y a une atteinte des sacroiliaques, en faisant des manœuvres des sacroiliaques. Alors, au plan biologique, bien qu'il s'agisse d'une atteinte inflammatoire, on ne retrouve pas toujours d'anomalie au plan biologique. Dans le cas de mon patient, tout à l'heure, celui de 40 ans, on retrouve une toute petite élévation de la CRP. Et puis lui, l'HLA-B27 était négatif. Alors, pour avancer, on peut faire des radiographies, mais là aussi, au début de la maladie, les radiographies sont normales. Donc, aujourd'hui, pour faire le diagnostic d'une spondyloarthrite, lorsque les radiographies sont normales, on est obligé de demander la réalisation d'une IRM. Là, vous avez un exemple de radiographie, avec ici une atteinte radiographique, souvent qui survient au bout de 5 ou 6 ans d'évolution, alors qu'ici, on a une radiographie normale. Vous voyez, donc, ici, on a une sacroïdite bilatérale. Et donc, on va être obligé de demander une IRM des sacroiliaques pour rechercher cette inflammation au niveau de cette articulation sacroiliaque. On peut voir ici une inflammation du pied de la sacroiliaque à gauche, inflammation pas si facile à voir, mais qui est caractéristique des spondyloarthrites. Alors, on peut aussi, là, au scanner, voir un peu plus tard des lésions qui sont caractéristiques de cette maladie. La maladie, elle touche donc souvent le rachis, le bassin avec l'atteinte des sacroiliaques, mais elle peut aussi toucher les articulations, le plus souvent membres inférieurs, et puis donner ces dactylites. Alors on regarde s'il y a d'autres articulations atteintes, des grosses articulations le plus souvent, et puis il peut y avoir des douleurs des talons, d'autres tendinopathies, panthésopathie, talons, moyen fessier, autour de la rotule ou des coudes. Ici, vous avez un exemple d'une atteinte un peu caractéristique, un peu majeure, pardon, du tendon d'Achille ici par rapport à l'autre. Ce tendon d'Achille, on peut le voir aussi après au niveau radiographique, avec une anomalie. Ici, vous avez un aspect un petit peu irrégulier, alors qu'ici, il est bien régulier. Une dactylite, c'est cet aspect-là. On parle de doigt ou d'orteil en saucisse. Alors, on recherche, nous, toujours, à savoir s'il y a d'autres atteintes que simplement l'atteinte articulaire et rachidienne. On va regarder s'il y a du psoriasis. S'il peut y avoir une atteinte de l'œil, on appelle une uvéite, c'est une inflammation au niveau de l'œil qui arrive sans facteur déclenchant et qui va donner une douleur et une baisse de l'acuité visuelle. Et puis, on va rechercher la notion d'une maladie de Crohn ou d'une rectocolite hémorragique, à peu près chez 5% des patients. L'aspect de l'œil pour l'uvéite. Ici, le psoriasis, donc c'est un élément pour nous qui est associé et qui nous pousse à considérer ce diagnostic chez les patients qui ont des rachialgies, c'est-à-dire des douleurs du rachis inflammatoires. Ici, un aspect au niveau de l'ongle, du psoriasis, et là, un aspect pustuleux. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'inflammation, elle n'est pas constante. Bien au contraire, plus d'un patient sur deux n'a pas de syndrome inflammatoire biologique avec une CRP qui est normale. Le gène HLA-B27, il est présent dans les formes axiales, mais il est beaucoup plus présent dans la population, où on trouve à peu près 8%
de patients de personnes, de sujets dans la population qui sont porteurs de ce gène, et moins de 1% de ces patients porteurs du gène développeront la maladie. Ça veut dire que la présence du gène HLA-B27 ne constitue pas un test diagnostique pour cette maladie, mais elle est utile dans les suspicions chez les patients qui ont des rachis inflammatoires. Si je le dis autrement, on peut avoir des douleurs lombaires, être HLA-B27 et ne pas avoir de spondyloarthrite. Le reste du bilan immunologique est normal. Alors, comment est-ce qu'on traite une spondyloarthrite? Eh bien, en première intention, on donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec une particularité, c'est que souvent on les prend le soir au coucher et pas au repas. Ça va permettre d'éviter le réveil au milieu de la nuit et le dérouillage matinal. Il y a plein d'anti-inflammatoires différents. On peut tester plusieurs anti-inflammatoires successivement pour trouver celui qui fonctionne bien. L'objectif n'est pas d'en prendre de façon quotidienne, mais uniquement lors des poussées. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des effets secondaires à la prise d'anti-inflammatoires, avec des risques cardiovasculaires, rénales notamment, ou digestifs avec un risque d'ulcère de l'estomac si on le prend de façon continue. Quand les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas suffisamment, on pourra ensuite utiliser des traitements par ce qu'on appelle biothérapie, soit des anti-TNF, soit des inhibiteurs de l'interleukine 17, soit des inhibiteurs de JAK. En plus de ces traitements, il est indispensable de continuer à faire de l'exercice physique qui permet d'améliorer les patients, parfois de la rééducation, et de conseiller aux patients de se rapprocher de l'association de patients si c'est nécessaire. Je vous remercie.